Le Tchad vient de faire un pas historique. Il s'est éloigné doucement de la France pour entrer bruyamment dans une nouvelle ère. Pas juste un changement de cap, une révolution. Un bloc, l'AES. Pourquoi un pays si longtemps lié aux puissances occidentales déciderait-il soudain de rejoindre une alliance de pays dirigée par des militaires qui défient ouvertement l'ordre mondial? Voyons ça de plus près. Pendant des années, le Tchad a été vu comme un élève modèle. Pas de scandale, pas de clash, pas de gros titres. Juste un partenaire fiable dans la lutte contre les groupes armés. Une base solide pour l'armée française en Afrique centrale. Un relais pour les intérêts occidentaux dans la région. Mais derrière ce calme apparent, quelque chose bouillonnait. Quand le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est présenté devant son peuple pour annoncer que le Tchad allait rejoindre l'Alliance des États du Sahel, personne n'a vu venir le choc. Ce n'était pas un simple choix politique. C'était un non clair et net. Un adieu à l'ancien système. Un cri d'indépendance. Et ce cri, Paris et Washington ne l'avaient pas anticipé. Le Tchad, jusqu'ici, faisait partie du grand dispositif de sécurité occidentale. Les troupes françaises y étaient installées dans le cadre de l'opération Barkhane. Les États-Unis gérèrent des bases de renseignement. Les diplomates européens débarquaient régulièrement avec des valises de projets qu'ils appelaient « aide au développement », mais qui, en réalité, servaient souvent à maintenir le Tchad dans une position de dépendance. Même après la mort d'Idriss Déby père, tombé sur le champ de bataille en 2021, les choses avaient continué. Son fils avait repris les commandes, dans une transition contestée mais acceptée par les partenaires occidentaux. La continuité semblait assurée. Et pourtant, en 2024 et au début de 2025, tout a commencé à basculer. Le mécontentement est devenu trop lourd pour rester caché. Des murmures ont commencé à circuler. Le Tchad en avait assez. Assez des promesses non tenues. Assez des accords déséquilibrés. Assez des aides qui ressemblent à des chaînes. Sur le papier, il y avait des routes, des projets, des prêts. Mais sur le terrain, le Tchad était toujours confronté à la violence, à l'insécurité, à la précarité. Et peu à peu, une vérité a émergé. Ce soutien n'avait jamais été pensé pour libérer le pays. Il servait à maintenir une hiérarchie où le Tchad devait toujours rester en bas. Alors quand Déby a annulé les accords militaires avec la France, puis demandé aux soldats américains de faire leurs valises, ce n'était pas un coup de tête. C'était une décision mûrie, pensée, stratégique. Le Tchad refusait désormais de réciter un scénario qui ne lui appartenait pas. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est la suite. Il n'y a pas eu de vide, pas de panique, pas d'isolement. Au contraire, le Tchad a trouvé une nouvelle famille politique. Une alliance bâtie non pas sur des promesses de dons, mais sur des cicatrices communes. Des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui eux aussi ont vécu le goût amer de la trahison, qui eux aussi ont décidé de reprendre le contrôle de leur destin. Ce qui rend le choix du Tchad si important, ce n'est pas seulement qu'il ait osé le faire, c'est qu'il l'a fait. Le Tchad n'était pas un pays en révolte, il n'a pas connu de coup d'État, il n'était sous aucune sanction. Sur le papier, tout allait bien. C'était un bon élève dans la grande classe de la diplomatie africaine dirigée par l'Occident. Mais ce départ envoie un message fort. Le désenchantement envers l'ordre post-colonial ne se limite plus au régime militaire ou aux États dits fragiles. Il s'étend. Il devient contagieux. Et il atteint maintenant ceux sur qui l'Occident comptait le plus pour faire respecter ses règles. Et ce n'est pas qu'une question politique. Il y a aussi la géographie. Le Tchad, c'est le pont. Il relie l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Il touche à la fois la Libye, le Soudan, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et la Centrafrique. Son territoire mélange désert, savane et zones humides. Son peuple est un puzzle vivant. Arabes, Zagawa, Peul, Toubou, Kanambous, Saras. Quand le Tchad bouge, ce n'est jamais seul. Il entraîne tout un pan du continent avec lui. C'est pour ça que l'annonce de Mahamat Déby a résonné bien au-delà de N'Djamena. Elle a secoué les décideurs à Abuja, à Paris, à Bruxelles. Parce que si le Tchad rejoint l'AES, alors cette alliance ne sera plus une simple coalition militaire de l'ombre. Ce sera un bloc continental. Et n'oublions pas ce que cela signifie à l'intérieur du pays. Pendant des années, le régime Déby a été accusé d'être trop proche de la France. Alors cette rupture soudaine a été vue comme une victoire par une grande partie de la jeunesse tchadienne.
Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont célébré ce moment comme un tournant. C'est le jour où on s'est choisi nous-mêmes. Et ce genre de soutien populaire, ça compte. Parce qu'un tel changement, s'il n'est pas soutenu par le peuple, peut s'effondrer très vite. Mais au Tchad, on dirait bien que la population était prête, avant même que les politiciens ne le soient. Maintenant, la scène est posée. Le Tchad a changé de camp. Les alliances anciennes s'effondrent. Et une nouvelle vision émerge. Mais cette vision, vaut-elle vraiment tout ce risque? Pensez-y. Et si vous aimez ces récits sur l'Afrique, son histoire, sa culture, sa fierté, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. On continue. Le Tchad n'a pas sauté dans le vide. Il a rejoint un feu déjà allumé par 3 autres pays. En 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, chacun dirigé par un pouvoir militaire né d'un chaos interne, ont pris une décision que peu d'États africains osaient encore prendre à voix haute. Ils ont rompu le cordon. Ils ont chassé les troupes françaises. Ils ont refusé les menaces de la CEDEAO. Ils ont dénoncé la francophonie, non pas comme un lien culturel, mais comme une laisse linguistique. Et pendant que le monde les accusait d'être des États voyous, pendant qu'on les encerclait de sanctions, pendant qu'on les diabolisait dans les médias, ils ne se sont pas repliés. Ils ont tendu la main les uns vers les autres. Et de cette solidarité est née l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce qui avait commencé comme un pacte de défense s'est transformé en projet politique visionnaire. Car l'AES, ce n'est plus seulement une alliance militaire, c'est un choix de civilisation. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, ce n'est pas juste un groupe, c'est un plan, une carte, un nouveau modèle pour l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Un modèle qui ne se construit pas sur les restes du colonialisme, mais sur la rupture. Là où la CEDEAO propose des promesses à condition d'obéir aux règles venues d'ailleurs, l'AES offre quelque chose de très différent. La solidarité sans condition et la souveraineté sans compromis. Et pour des pays comme le Tchad, qui ont trop souvent vu ce que coopération signifie vraiment, des bases étrangères, des dettes qui ne finissent jamais et une dépendance déguisée en aide. Ce message compte. L'AES s'est bâtie sur une idée simple, mais explosive. L'Afrique ne sera jamais libre tant qu'elle ne contrôle pas ses propres institutions. Et dès le premier jour, elle a fait ce que d'autres ne faisaient que discuter. Une armée conjointe, une monnaie commune du Sahel, des cartes d'identité biométriques, un passeport régional et des routes, des lignes d'énergie, des trains, non pas vers l'Europe, mais entre les capitales africaines. Plus encore, l'AES n'a pas seulement défié les puissances extérieures. Elle a attaqué la logique même de la soumission africaine. Prenez l'exemple des ressources naturelles. Le Niger a suspendu ses exportations d'uranium vers la France. Le Burkina Faso a lancé des audits de ses contrats miniers et repris le contrôle sur ses mines d'or. Le Mali, lui, redirige son commerce vers des ports qui échappent au contrôle français. Ce ne sont pas des gestes symboliques. Ce sont des transformations profondes, conçues pour casser le vieux système, celui où les pays riches en ressources sont toujours pauvres en pouvoir. Même dans sa manière de se présenter, l'AES se veut différente. Un nouveau drapeau, des nouveaux slogans, des chefs militaires soutenus non pas par peur, mais par des mouvements civils qui voient en eux ce que les anciens régimes n'ont jamais offert, la dignité. Et c'est dans ce mouvement que le Tchad entre. Pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il voit une opportunité. Car pendant que l'Occident prédisait la chute de l'AES, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'alliance n'a pas explosé, elle a tenu bon. Et mieux encore, elle a prospéré. Les économies des membres ne se sont pas effondrées. Elles ont commencé à se diversifier. Leur isolement diplomatique n'a pas affaibli leur pouvoir. Il l'a renforcé, car pendant que certains tournaient en le dos, la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran ont tendu la main. L'AES n'a pas gagné en influençant, elle a gagné en abandonnant l'envie de plaire à l'Occident. Et c'est exactement ce qui a séduit le Tchad. Le vieux modèle ? Jouer le jeu, demander des prêts, construire très peu, et toujours attendre l'autorisation du FMI avant chaque projet. Ce modèle-là est cassé. Le Tchad avait besoin de plus que des soldats, plus que des traités. Il lui fallait des partenaires capables de bâtir, des routes, des écoles, des pipelines, des centrales électriques, sans devoir quémander auprès de Bruxelles ou de Washington. Il avait besoin d'alliés qui regardent N'Djamena non pas comme un poste de contrôle, mais comme une capitale souveraine.
Et dans l'AES, le Tchad les a trouvés. Mais une nouvelle question se pose maintenant. Que peut apporter le Tchad à cette alliance? Si l'AES est déjà aussi audacieuse et rebelle, pourquoi l'arrivée du Tchad change-t-elle autant la donne? L'Alliance des États du Sahel avait déjà secoué l'ordre postcolonial africain, mais jusqu'ici, elle était perçue par beaucoup comme un triangle fermé, une alliance défensive formée par des pays en crise, 3 nations unies par des coups d'État, par la résistance, par la colère. Le Tchad, lui, ne vient pas d'un renversement. Il ne rejoint pas l'AES à cause de sanctions ou d'isolement. Son entrée est volontaire, réfléchie et profondément diplomatique. Et c'est ce qui change tout. Pour la première fois, un gouvernement classique, sans rupture militaire, décide de s'aligner avec l'AES. Et ce choix donne à l'Alliance une légitimité politique qu'elle n'avait encore jamais eue. Car oui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont résisté. Leur courage a été admiré, mais aussi critiqué. On les a qualifiés d'aventuriers, de passagers, de révoltes sans lendemain. Ce qu'ils n'avèrent pas encore, c'est ce qu'il faut à toute révolution pour devenir un système, un stabilisateur. Et c'est là que le Tchad entre en scène. Son arrivée n'est pas qu'un 4e siège autour de la table, c'est le tournant, le moment où l'AES cesse d'être un club d'insurgés et devient un bloc politique complet. Le Tchad apporte de la continuité, de la reconnaissance, du poids que même les plus sceptiques ne peuvent ignorer. Sur le plan géographique, on en a parlé, le Tchad est le pivot, à l'ouest, le Niger. Au sud, le Cameroun et la Centrafrique. À l'est, le Soudan. Au nord, la Libye. Aucun autre pays ne relie autant de zones vitales, du désert aux savanes, des couloirs pétroliers aux bassins d'eau douce. Quand le Tchad rejoint l'AES, l'alliance ne se limite plus au Sahel occidental. Elle devient un pont transcontinental, entre l'Afrique du Nord, de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Et ça, ce n'est pas symbolique, c'est logistique. D'un seul coup, les projets d'infrastructures panafricains, les routes, les oléoducs, les câbles Internet, ne sont plus des rêves. Ils peuvent relier Bamako à N'Djamena, Niamey au Soudan, Ouagadougou à la mer Rouge. Des routes commerciales, autrefois fragmentées par les frontières coloniales, peuvent désormais être unifiées dans un réseau souverain. Le marché commun de l'AES, autrefois vu comme une utopie, devient une option concrète. Et il y a aussi le facteur militaire. Le Tchad n'est pas novice en matière de sécurité. Son armée est l'une des plus aguerries du continent. Elle a de l'expérience dans la lutte contre les groupes armés, dans la défense des frontières et dans les missions de paix régionales. Pendant des années, les soldats tchadiens ont joué un rôle central dans la force conjointe du G5 Sahel et ont opéré aux côtés des troupes françaises et de l'Union africaine. Avec le Tchad, l'AES ne gagne pas qu'un partenaire. Elle gagne un atout stratégique de taille. Contrairement à ces nouveaux partenaires de l'AES qui reconstruisent encore leur défense après le départ des troupes étrangères, le Tchad arrive avec un avantage décisif. Une armée structurée, disciplinée, commandée par des officiers expérimentés et aguerris sur les champs de bataille du Sahel. Et c'est cette réalité qui ouvre la porte à quelque chose que beaucoup n'osaient même plus imaginer. Une vraie armée panafricaine du Sahel, non dépendante de la logistique occidentale, non sous-traitée par des sociétés étrangères, mais dirigée par des généraux africains sur une doctrine africaine. Et c'est là que le Tchad change la donne. On en revient à la grande question, qu'apporte vraiment le Tchad à la table de l'AES? Au-delà de sa position géographique stratégique et de sa puissance militaire, la plus grande force du Tchad pourrait bien être le symbole qu'il incarne. Le Tchad n'est pas né d'un coup d'État. Il n'a pas été puni par des sanctions. Il n'est pas arrivé dans l'AES par rébellion, mais par choix, libre, réfléchi, diplomatique. C'est le premier gouvernement classique à rejoindre l'AES, et cela change complètement la perception de l'Alliance. Ce n'est plus seulement une coalition de régimes militaires, c'est désormais un projet politique légitime, fondé non pas sur la manière dont ses membres sont arrivés au pouvoir, mais sur ce qu'ils défendent ensemble. L'autodétermination, l'émancipation économique et la rupture assumée avec l'ordre post-colonial. Ce changement est crucial parce qu'il ouvre une porte à d'autres pays africains. Des pays qui, même gouvernés par des civils, se sentent tout aussi étouffés par des institutions régionales vieillissantes comme la CEDEAO ou par des banques étrangères qui décident à leur place. Le Tchad devient alors un pays passerelle, celui qui prouve que l'AES n'est pas réservé aux révolutionnaires, mais aussi aux réalistes.
à ceux qui ne veulent plus attendre des solutions occidentales qui n'arrivent jamais. Et c'est ce qui rend ce basculement si fort psychologiquement. Pendant des années, la famille Déby a été vue comme un pilier de la coopération avec la France. Alors quand ce même pouvoir décide de tourner le dos aux anciennes alliances pour se rapprocher de l'AES, c'est tout un choc mental sur le continent. C'est un message, si le Tchad peut le faire, nous aussi. Et la carte de l'Afrique commence à bouger. Mais le Tchad n'est pas arrivé dans le vide. Il a rejoint un feu déjà allumé. En 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays secoués par des transitions militaires, ont pris une décision que peu de gouvernements africains postcoloniaux avaient osé jusque-là. Ils ont coupé le cordon. Ils ont expulsé les troupes françaises. Ils ont rejeté les ultimatums de la CEDEAO. Ils ont dénoncé la francophonie non pas comme une richesse partagée, mais comme une laisse linguistique déguisée en unité culturelle. Ils se sont retrouvés seuls, sous sanction, sous critique, peints comme des États voyous. Mais au lieu de reculer, ils se sont rapprochés les uns des autres. Et de cette désobéissance solidaire est née l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce qui n'était au départ qu'un pacte défensif est rapidement devenu un projet politique ambitieux. L'AES n'est pas qu'un pacte de sécurité, c'est un plan pour un nouvel ordre régional. Un ordre construit non pas sur la continuité coloniale, mais sur la rupture choisie. Là où la CEDEAO offre une place à condition de suivre les règles de l'Occident, l'AES propose une solidarité totale et la souveraineté intérieure sans condition. Et pour des pays comme le Tchad, qui ont trop souvent vu que coopération rimait avec bases militaires étrangères, dettes sans fin et dépendance déguisée en aide, ce changement est vital. L'AES repose sur une idée aussi simple que puissante. L'Afrique ne sera libre que lorsqu'elle contrôlera ses institutions. Et dès le départ, l'Alliance a fait ce que d'autres n'osaient que rêver. L'AES, ce n'est pas qu'un pacte militaire. C'est un plan directeur pour un nouvel ordre régional, bâti non pas sur les restes de la colonisation, mais sur une volonté claire de rupture. Là où la CEDEAO propose une inclusion conditionnelle, soumise à l'approbation des puissances occidentales, l'AES propose quelque chose de bien plus fort, une solidarité sans condition et une souveraineté intérieure réelle. Et cela compte énormément pour des pays comme le Tchad, qui savent très bien ce que le mot « coopération » cache souvent. Des bases étrangères, des dettes interminables et une dépendance chronique maquillée en partenariat. Dès sa création, l'AES a annoncé la couleur, une armée conjointe, une monnaie sahélienne commune, des cartes d'identité et passeports biométriques et un réseau d'infrastructures reliant les capitales africaines entre elles, et non plus aux ports européens. Mais plus encore, l'AES a osé remettre en cause non seulement les acteurs extérieurs, mais toute la logique historique de soumission africaine. Prenez la question des ressources. Le Niger a suspendu ses exportations d'uranium vers la France. Le Burkina Faso a lancé des audits sur les contrats miniers et renforcé le contrôle de l'État sur l'or. Le Mali a commencé à rediriger ses échanges vers des ports hors du système français. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des choix structurants faits pour briser un modèle d'extraction qui a laissé les pays du Sahel riches en ressources, mais pauvres en pouvoir. Même l'esthétique de l'AES est pensée. Un nouveau drapeau, des slogans forts, une direction militaire appuyée par des mouvements civils. Ces gouvernements ne sont pas portés par la peur, mais par l'adhésion populaire. Parce qu'ils représentent enfin quelque chose que les anciens régimes n'ont jamais offert, le pouvoir d'agir pour soi. Et c'est dans ce courant que le Tchad fait son entrée. Non pas comme un État désespéré, mais comme un acteur lucide. Attiré par un mouvement qui, malgré toutes les critiques occidentales, n'a pas chuté, mais s'est renforcé. Pendant que certains prédisaient son effondrement, l'AES a diversifié ses économies, consolidé le soutien populaire de ses dirigeants et transformé son isolement international en levier stratégique, soutenu discrètement par la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran. L'AES est devenue une force d'attraction, pas par la force ni par des promesses, mais en faisant ce qu'aucune autre alliance africaine n'avait osé faire, abandonner le désir de plaire à l'Occident. Et c'est exactement ce qui a séduit le Tchad. Le vieux modèle, jouer le jeu, recevoir des prêts, ne rien construire, était épuisé. Le Tchad avait besoin de plus que des soldats et des traités. Il lui fallait des partenaires capables de construire, des routes, des écoles, des centrales, des pipelines,
sans demander la permission du FMI. Il lui fallait des alliés capables de voir N'Djamena comme une capitale souveraine, et non comme un simple poste de contrôle. Et dans l'AES, le Tchad les a trouvés. Mais alors, que peut-il leur apporter en retour? C'est là que tout devient intéressant. L'AES était déjà audacieuse, mais aux yeux de beaucoup, elle restait une sorte de triangle fermé, formé dans l'urgence, par des pays en transition, fragilisés par la guerre et les sanctions. Le Tchad n'a pas connu de putsch. Il n'a pas été banni par des institutions. Son choix est volontaire, stratégique et diplomatique. Et cela en fait le premier gouvernement traditionnel à rejoindre officiellement l'AES. Il lui donne une crédibilité politique qu'elle n'avait pas encore. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont résisté, mais leur cheminement a souvent été caricaturé comme temporaire ou incontrôlable. Ce qu'il leur manquait, c'était ce que toute révolution a besoin pour se transformer en institution. Un point d'ancrage. Et voilà le Tchad. Pas une simple place autour de la table, mais le tournant. Le moment où l'AES cesse d'être un camp de résistants et devient une force politique continentale. Le Tchad apporte de la continuité, de la stabilité, un poids que même les critiques les plus virulents ne peuvent ignorer. Sur la carte, le Tchad est un pivot continental. À l'ouest, le Niger. Au sud, la Centrafrique et le Cameroun. À l'est, le Soudan. Au nord, la Libye. Aucun autre pays ne relie autant de corridors vitaux. Déserts, savanes, bassins pétroliers, routes migratoires, axes commerciaux. Avec le Tchad, l'AES ne reste plus confinée au Sahel occidental. Elle devient un pont entre l'Afrique de l'Ouest, du centre, du nord et de l'Est. Ce n'est pas qu'un symbole. C'est une transformation logistique. Car désormais, les infrastructures panafricaines, routes, pipelines, fibres optiques, peuvent relier Bamako à N'Djamena, Niamey au Soudan, Ouagadougou à la mer Rouge. Les routes, autrefois morcelées par les frontières coloniales, peuvent être rassemblées dans un réseau souverain. Et soudain, le marché commun de l'AES ne semble plus utopique, il devient techniquement possible. Puis vient le facteur militaire. Le Tchad connaît la guerre. Ses soldats sont formés, encadrés et expérimentés. Ils ont joué un rôle clé dans la force conjointe du G5 Sahel et ont coopéré avec la France, l'Union africaine et d'autres forces internationales. Mais aujourd'hui, au moment où ses partenaires de l'AES reconstruisent leur système de défense, le Tchad arrive avec une structure déjà en place, des commandements efficaces et une expertise régionale de terrain. Ce que cela rend possible, une vraie armée sahélienne conçue, dirigée et commandée par des Africains. Et cela nous ramène à l'essentiel. Le Tchad n'apporte pas seulement sa puissance, il apporte le récit qui manquait. Il montre que l'AES n'est pas définie par la manière dont ses membres prennent le pouvoir, mais par ce qu'ils construisent ensemble. L'indépendance, l'autonomie et la fin d'un système qui a trop longtemps traité l'Afrique comme un enfant à surveiller, et non comme un acteur à respecter.